Bonjour à tous. Voilà, on enchaîne toujours avec cette deuxième partie de l'analyse de la vidéo. Et donc là, on va aborder cette séance, l'analyse des séquences d'images. La dernière fois, en fait, on s'est focalisé sur comment séparer les objets mobiles, d'accord, par rapport à l'arrière-plan. Et donc là, on a vu la segmentation premier plan, arrière-plan. Aujourd'hui, on va se focaliser sur l'analyse des séquences d'images. Et donc là, dans l'analyse des séquences d'images, donc normalement, il y a trois étapes. Il y a trois étapes. La première, c'est donc ce qu'on a fait donc jusqu'à présent, c'est la détection du mouvement, c'est-à-dire la détection des objets mobiles, et par suite l'estimation des mouvements, c'est-à-dire au-delà de la détection, on va estimer la vitesse avec laquelle bougent les objets. Et par suite, on va, normalement, la troisième étape, c'est la poursuite des objets, ou ce qu'on appelle le tracking, c'est-à-dire là, le suivi des objets. Et donc là, je vous ai montré donc, dans la première séance de cette partie quelques exemples réels sur le tracking par exemple des joueurs dans un match de football, le tracking des personnes dans des tronçons de route, etc. Voilà donc là les trois étapes qu'on a signalées tout à l'heure. La détection des objets, ça veut dire là, je devrais normalement distinguer quels sont les objets mobiles par rapport à l'arrière-plan qui est statique. Donc la deuxième étape, c'est l'estimation des mouvements, c'est-à-dire là, qu'est-ce que je vais faire? En fait, ce que pour chaque pixel, ou bien pour des pixels définis, je vais normalement calculer le champ de vitesse. Bon, un champ de vitesse, normalement, c'est un ensemble de vecteurs qui ont donc un sens, une orientation et bien sûr une norme qui représente en fait la vitesse de chaque pixel dans la scène. Voilà, c'est ça l'estimation du mouvement. Et donc là, finalement, le tracking, ou bien la poursuite, ce que normalement, à partir de quelques points d'intérêt, on va essayer de faire le matching entre normalement deux frames successives. Bien sûr, donc là, l'objet normalement se déplace. Et du coup, là, on devrait normalement voir la correspondance ou bien le matching entre chaque point d'intérêt d'une frame à l'instant t à l'autre frame à l'instant t plus 1. Voilà. Voilà donc en fait lorsqu'on a fait la dernière fois la séparation des objets mobiles par rapport au plan qui est statique ou bien ce qu'on appelle l'arrière-plan, en fait on a pu localiser les endroits là où il y a donc des mouvements. D'accord? Donc là si je prends cette scène-là, voilà, donc là je vais localiser par exemple les voitures qui sont en mouvement. Sinon, les autres sont statiques. Mais si je calcule, et si je fais l'estimation en fait du mouvement, ça veut dire là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, pour chaque pixel, dans les frames, dans le temps, c'est-à-dire là, normalement, chaque pixel dans le temps, sa valeur varie, et à partir de cette variation-là, on va estimer le déplacement de chaque pixel dans la scène dans le temps. D'accord? Et du coup là, je vais calculer des vitesses qui sont représentées ici par des vecteurs. D'accord? Et c'est ça ce qu'on va voir en fait cette séance. Cette séance, on va la consacrer pour l'estimation du mouvement. Mais donc là, ce qui est normalement, ce qu'on peut faire par suite, c'est qu'on peut combiner le résultat de la détection avec l'estimation, l'estimation du mouvement. Donc là, je peux combiner ces deux résultats pour faire une segmentation et par suite connaître l'orientation ou bien le tracking, la poursuite de chaque objet. Parce que là, si normalement, si je prends ça comme étant un masque et si je le juxtapose sur le résultat de l'estimation, je vais normalement trouver que ça appartient au premier objet, qui est celui-là. Et du coup là, je vais calculer la moyenne de ces vecteurs-là, qui va donner par exemple ce vecteur-là. D'accord? Et donc là, je peux estimer que cet objet-là, normalement, elle est en train de se déplacer dans ce sens-là. D'accord?
Pareil pour l'autre objet, là je vais calculer la moyenne hein, à partir normalement de ce masque-là. Donc là, je vais dire que ça, elle appartient à cet objet-là. Et par conséquent, là, je calcule la moyenne de ces vecteurs. Et la moyenne va donner un vecteur, d'accord, qui va représenter l'orientation de cet objet-là. Et donc là, je peux normalement estimer le tracking de chaque objet. Voilà, donc la dernière fois, on a parlé de la détection du mouvement. Et on a cité pas mal de méthodes, d'accord? Que ce soit des méthodes qui sont simples, que ce soit des méthodes stochastiques, comme la méthode de mélange des Gaussiens. Et à partir de ces méthodes-là, on a vu comment peut-on isoler les objets mobiles, d'accord? Par rapport à des pixels qui sont, je disais, statiques dans le temps, d'accord? Et qui représentent l'arrière-plan. Donc là, on a vu donc quelques approches non paramétrées, hein, comme la dérivation temporelle, on a vu donc là le filtre médian, le filtre gaussien, etc. Il y en a d'autres, comme la moyenne mobile, la moyenne glissante, etc. On a vu quelques approches paramétriques, hein, comme le modèle basé sur le Gaussian Model Mixture. Donc là, on a vu trois variances, le GMG, le MOG et le MOG2. Ben, cette fois-ci, donc aujourd'hui, on va voir une approche tout à fait différente qui est le calcul de flot optique. Et ben, le calcul de flot optique, c'est normalement l'estimation du mouvement dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire là, au lieu justement de détecter qu'un pixel est en mouvement, donc au-delà de ça, on va calculer avec quelle vitesse et dans quelle direction elle est en train de se rediriger dans la scène. Voilà, ça, donc on le nomme flot optique et ça serait l'objet de cette séance. Voilà, donc là, l'objectif, comme je disais tout à l'heure, c'est l'estimation du mouvement. Et donc là, qui parle de l'estimation du mouvement, la technique qu'on va utiliser, c'est le calcul de flot optique. C'est-à-dire, à partir d'une séquence d'images, là, on peut, normalement, au moins, on devrait avoir deux images successives, une image à l'instant t, une autre image à l'instant t plus 1, dans laquelle les objets sont en train de se mouvoir dans la scène. Et donc là, le résultat qu'on devrait avoir, ce sont normalement des vecteurs. Ce sont des vecteurs. Et donc là, vous pouvez remarquer que le mouvement de ce poisson-là, bon, le mouvement de l'autre poisson ici, donc là, justement là, là et là. Donc là, on peut identifier ici. Donc là, on peut extraire deux informations. On peut déjà détecter normalement les objets qui sont en mouvement, d'accord, qui ont donc là une norme de vitesse qui est supérieure à un seuil, hein, et au-delà de ça, c'est-à-dire au-delà de la détection de l'objet mobile, on peut déjà calculer la moyenne normalement de ces vecteurs, hein, pour estimer le sens de déplacement de cet objet-là. Il se déplace dans quel sens? D'accord? Voilà, donc là, c'est ça, donc l'objectif, par exemple, si je prends normalement ce poisson, hein, donc elle est en train, donc là, si je calcule la plupart des vitesses, normalement, la plupart des champs de vitesse, normalement, s'orientent vers la gauche, d'accord? En bas vers la gauche, ça veut dire que si je calcule ici la moyenne, je vais trouver quelque chose normalement dans ce sens-là. C'est-à-dire que cet objet-là, il se déplace dans ce sens-là. D'accord? Donc là, pareil pour cet objet-là, dans ce sens-là. D'accord? Donc ici, si je calcule la moyenne, là, normalement, je vais trouver. Là, vous pouvez trouver que quelques parties, donc normalement, cette partie-là se déplace dans un sens. Normalement, c'est flottant, hein, c'est flottant. Hein. Mais donc là, grosso modo, là, je peux calculer en fait la vitesse normalement de déplacement de ce poisson-là. Voilà. Donc, revenons donc aux choses techniques. Donc, l'estimation du mouvement, normalement, c'est le calcul des champs de vitesse. C'est-à-dire là, on va normalement calculer les vitesses de chaque pixel. Hein. Mais donc là, on va calculer les vitesses apparentes
observer entre deux images successives. Donc là, minimum pour calculer, ou bien pour estimer le mouvement, on devrait avoir deux frames successifs d'une même scène connue par le nom du flot optique. Donc là, pourquoi je disais, et là je devrais souligner apparent, parce que apparent, c'est normalement, vous connaissez, lorsque nous sommes en train de filmer avec une caméra, nous sommes en train de filmer normalement une scène tridimensionnelle, 3D, d'accord? Mais en fait, c'est une projection 2D. Voilà. Donc là, c'est une projection 2D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, si je prends, voilà, normalement, ça c'est la scène 3D, X, Y et Z. Si vous avez ces deux parallélepipèdes, d'accord, qui ne sont pas juxtaposés, mais la projection, vous avez ici une intersection. Donc, ce que nous sommes en train de décimer, en fait, et ce que nous sommes en train de chercher, c'est normalement les vitesses apparentes, c'est-à-dire c'est la projection sur un plan 2D et non pas la scène 3D. Bon, c'est vrai qu'il y en a des techniques qui sont capables de faire une estimation en 3D, c'est-à-dire là, au lieu d'avoir normalement un champ de vitesse UV ou bien XY, VX, VY, là on peut avoir VX, VY et VZ, c'est-à-dire là on estime en 3D. Mais ce que nous allons voir cette séance, c'est l'estimation 2D, ça veut dire que c'est la projection de la scène 3D sur un plan 2D. Et c'est pour cela que je disais ici, c'est l'apparent, c'est-à-dire ce qu'on voit sur la vidéo. Bon, soit deux images de frames acquises à l'instant T et à l'instant T plus 1. Bon, maintenant la question c'est quel est le champ de vitesse associé à l'image? Le champ des vitesses, c'est-à-dire des vitesses, c'est-à-dire chaque pixel, on va lui calculer sa vitesse propre. D'accord? Quel est le champ des vecteurs de déplacement apparent de chaque objet de l'image entre t et t plus 1. Bon, quelques définitions. Mouvement apparent local, et là je vais rebondir sur ce terme-là, mouvement apparent local. Donc là, quel que soit S normalement c'est un point, normalement c'est un pixel de la scène S. Quel que soit T, c'est-à-dire là le temps, UT et VT, normalement elles représentent normalement le vecteur de vitesse apparent de S à l'instant T. Le flot optique, c'est quoi? C'est le champ de mouvement apparent. Idéalement, c'est le vecteur UT, VT. Représente la scène, normalement la projection sur le plan d'image du vecteur vitesse 3D, UT, VT, WT, des points de la scène. C'est-à-dire là, on calcule justement, c'est la projection. C'est-à-dire là, on ne calcule pas le WT qui est réel. Donc ça, c'est le réel. Mais ce que nous sommes en train d'estimer, c'est ça. Normalement, c'est le UT et le VT. D'accord? Donc c'est la projection sur le plan 2D. Pourquoi je disais idéalement? Parce que en fait le mouvement apparent c'est pas toujours fiable. C'est pas toujours fiable. Bon, je peux donner un exemple. Donc là, ce que nous sommes en train de voir réellement, c'est normalement c'est une rotation sur normalement autour de l'axe Z. Donc si je prends ça, c'est l'axe Z, ça c'est X et Y, ça c'est l'axe Z. En fait, ça c'est la rotation. D'accord? Donc ce cylindre-là fait une rotation suivant l'axe des Z. Mais si je prends deux frames successives, ce que normalement je vais trouver après l'estimation, c'est normalement c'est un vecteur dans ce sens-là, parce que là, normalement, les pixels se déplacent en haut. C'est-à-dire là, je vais trouver des vecteurs qui se déplacent du bas en haut. D'accord? Alors que réellement, c'était un mouvement
de rotation. D'accord? Donc c'est ça l'inconvénient, mais la plupart des temps, on peut normalement dire que le mouvement calculé ou bien estimé, normalement ça donne en général de bons résultats. Voilà, donc là, si je prends normalement les techniques maintenant qui sont normalement utilisées pour estimer le flot optique, ou pour calculer le flot optique ou bien estimer le mouvement, là, je peux dire que les méthodes pionnières ont été inventées vers le 1981, d'accord? Il y avait donc normalement, en fait, il y avait deux approches concurrentes, donc une approche locale, une autre approche globale. Donc là, deux approches qui ont été proposées par Lucas and Canad et Horn and Schunk. Voilà, donc normalement, Lucas and Canad a proposé une technique locale, Horn and Schunk a proposé une technique globale pour calculer le flot optique. Et donc là, il y avait des améliorations, bien sûr. Donc là, ce sont normalement des champs de recherche. Et donc normalement, on a toujours des techniques beaucoup avancées pour calculer, pour estimer le mouvement. Donc là, il y avait donc là entre 1981 et 2004, il y avait des techniques, il y avait des améliorations. Mais là, je suis en train de vous, normalement, vous donner les jalons, c'est-à-dire là, les méthodes phares qui existent, en fait, pour calculer le flot optique. Donc là, en 2004, vous avez une méthode proposée par Brooks et Hall. D'accord? En 2005, vous avez une autre méthode proposée par Brown et Hall. En fait, l'amélioration, c'était dans le sens de pouvoir combiner l'approche locale proposée par Lucas and Canad et l'approche globale qui était proposée par Horn and Schunk. Et ça donnait donc des résultats beaucoup plus intéressants. Voilà, donc jusqu'à aujourd'hui, donc toujours il y a donc des améliorations dans les méthodes. Et donc là, comme je disais, normalement c'est un champ de recherche. Normalement, on va rentrer maintenant dans les détails des choses et on va voir la base de ces méthodes-là, les méthodes qu'on a citées tout à l'heure. Voilà, donc là, normalement, on va se baser sur quelques notions fondamentales. D'accord? Étant donné deux images, deux frames, donc prises à l'instant t et à l'instant t plus 1. Donc si je prends par exemple un pixel, x, y, à l'instant t, nous sommes à l'instant t, d'accord? Donc à l'instant t plus 1, ce pixel va se déplacer. D'accord? Donc si je prends ce pixel-là et je le projette sur l'image à l'instant t, sa position serait aussi. Et du coup là, ce que je suis en train de chercher, c'est ce vecteur. Bon, idéalement, si je trouve ce vecteur-là, ce que normalement, en fait, on a pu estimer le mouvement. C'est-à-dire là, je vais dire que ce pixel-là, il se déplace par cette vitesse-là, d'accord, pour arriver à normalement cette position-là à l'instant t plus 1. D'accord? Donc, du coup, qu'est-ce qu'on cherche maintenant? On cherche, en fait, normalement, on cherche la composante U, suivant l'axe des X, et la composante V, suivant l'axe des Y, pour former ce vecteur. D'accord? Donc là, ce que je cherche, c'est ça, c'est le U et le V. Donc là, ce sont deux paramètres que je cherche, et ça, c'est pour chaque pixel. Pour chaque pixel normalement du frame. Voilà, donc ce que nous allons supposer, ça c'est une hypothèse, ce que normalement l'intensité de pixels à l'instant t plus 1 et l'intensité du même pixel à l'instant t ne varient pas. C'est-à-dire si je fais la différence, c'est égal à 0. Pourquoi en fait? Parce que là, je suppose que dans la vidéo,
on a une cadence qui est normalement du norme de 25 frames par seconde ou bien 30 frames par seconde. C'est-à-dire là, chaque seconde, en fait, on capture 25 images. Et du coup, d'une image à une autre image, on a vraiment, normalement, on a un laps du temps qui n'est pas susceptible normalement, de faire un changement brusque, hein, normalement, de l'intensité de pixels. Voilà, c'est-à-dire là, je suppose que, normalement, si je prends ce pixel-là, et si je prends ce pixel-là, ça c'est le même pixel, mais donc là, elle s'est déplacée, c'est-à-dire l'intensité que j'ai ici, c'est la même que j'ai là, dans un laps du temps. Bon, bien sûr, si j'augmente l'intervalle, cette hypothèse n'est pas valable, puisque là, on peut avoir un changement, normalement, de la lumière, on peut avoir de la réflexion, on peut avoir un camouflage d'objets, hein, dans la scène, etc. C'est-à-dire là, l'objet pourrait être camouflé par un autre objet, et du coup, la variation va changer. Donc là, l'hypothèse ne serait plus valable. Cette hypothèse, elle est valable lorsque on a deux frames vraiment qui sont normalement qui sont espacés avec un laps très court du temps dans le temps. Voilà. Donc, si je prends normalement, si je prends l'équation de tout à l'heure, c'est-à-dire la supposition de tout à l'heure, c'est-à-dire que le pixel ne change pas d'intensité dans le temps entre deux frames successives, consécutives, comme vous voulez. Donc là, ça veut dire que, je disais, ça c'est une évolution de pixels dans le temps. Ça c'était plus 1, ça c'est t. Ça c'est une évolution de le temps, et puisque c'est égal à 0, c'est-à-dire c'est constante. Ça veut dire, autrement dit, l'intensité, si je vais dériver l'intensité, puisque c'est constante, donc ça est égal à 0. D'accord? Donc si c'est égal à constante, normalement la dérivée dans le temps est égale à 0. Et si je fais ici la dérivée, la dérivée, donc là la dérivée de i de l'intensité qui dépend de trois paramètres, c'est la dérivée de i c'est la dérivée partielle parce que déjà x normalement dépend du t. X elle évolue dans le temps et y aussi évolue dans le temps parce que là un pixel, en fait le pixel change de position dans le temps. D'accord? Et donc là, normalement, vous avez la dérivée partielle de i par rapport à x multipliée par d de x sur dt. D'accord? Vous avez la dérivée partielle de i par rapport à y. Et là, vous avez d de y sur dt. Plus vous avez, donc là, les i, normalement, c'est la dérivée donc, par rapport au temps. D'accord? Et ça, bien sûr, est égal à 0. Parce que c'est constante, comme on vient de dire tout à l'heure. I de x de plus i, y plus vt plus 1 est égal à i de x, y, t. Donc c'est constante, donc la dérivée est égale à 0. Donc si normalement, ça si je prends ça, d rond de i sur d rond de x, d rond de i sur d rond de y, ça c'est le gradient. Et si je prends d de x sur dt, d de y sur dt, c'est le oméga, c'est le champ de vitesse, parce qu'on sait que la vitesse, c'est v est égal à d de x sur d de t. Voilà. Donc là, on sait, normalement, on peut poser oméga, c'est oméga ce qu'on cherche. D'accord? C'est le u et le v. Donc là, si je multiplie, normalement, le gradient de i transposé, d'accord, fois oméga, ça va donner ça. D'accord? Donc c'est un produit matriciel. D'accord? Donc produit matriciel, vous avez ici 2, 1. Et vous avez ici donc 1, 2. D'accord? Donc là, normalement, ça va donner normalement ça. Plus d rond de i sur d rond de t, c'est normalement c'est it, c'est-à-dire c'est normalement la dérivée dans le temps, est égale à 0. D'accord? Donc ça, elle est connue par la contrainte fondamentale du flot optique. Ça veut dire que cette équation-là, c'est la base de toutes les équations, de toutes les méthodes qu'on va voir et qu'on va découvrir à travers cette séance. Donc normalement toutes les approches, que ce soit les approches locales, les approches globales, les approches combinées, normalement se basent sur cette contrainte de flot optique.
la contrainte fondamentale du flot optique. Le problème, elle est où maintenant? Le problème, c'est que on est en train de chercher oméga, qui est en fait, normalement, c'est un vecteur avec U et V. Ça veut dire, là, maintenant, on a établi une seule équation, mais avec deux inconnus. Du coup, normalement, c'est un problème qui est mathématiquement mal posé. Au moins, on devrait avoir deux équations pour résoudre un système linéaire. Voilà. Donc, ce qui va changer d'une approche à une autre approche, que ce soit local, global, combiné, c'est normalement, ce sont d'autres contraintes qu'on va ajouter pour bien poser notre modèle mathématique. Maintenant, si je prends notre équation qu'on vient d'établir tout à l'heure, l'équation fondamentale du flot optique, bon, si je vais normalement la rendre sous forme matricielle, c'est juste normalement pour éclaircir les choses. Donc là, je vais mettre E, d'accord, qui va représenter par suite normalement le coût ou bien l'énergie, qu'on va la minimiser par suite. Donc est égal à quoi? C'est I de X, I de Y, ça c'est quoi? Ça, en fait, ça, c'est normalement, ça, c'est le gradient. C'est la dérivée par rapport à x et la dérivée de l'intensité par rapport à x et la dérivée de l'intensité par rapport à y. Et ça, c'est la dérivée temporelle, i de t, multipliée par uv1. Donc, c'est ix fois u, iy fois v, plus i de t est égal à 0. Donc ça, c'est normalement, ça c'est une représentation matricielle de cette équation. Donc là, pour minimiser, on va normalement calculer le coût quadratique, c'est-à-dire là, c'est le E au carré, c'est le E fois le E transposé, puisque c'est une matrice. Le E au carré, c'est le E fois le E transposé. D'accord? Ça va donner, normalement, donc là, je vais garder ça, et ça, c'est normalement, c'est le J. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le tenseur de structure. Le J, c'est le tenseur de structure. En sachant que G, si je vais multiplier ça, c'est I du X fois I du X, c'est I du X au carré. Là, je vais combiner. Donc là, vous avez ces 3, 1 multiplié par 1, 3. Ça va donner une matrice de 3, 3. D'accord? Voilà. Maintenant, parce que là, vous savez, donc là, d'après le cours de traitement d'image qu'on a vu, la première partie qu'on a vue, lorsque nous sommes en train d'appliquer le gradient, hein, la dérivée première, nous sommes en train d'accentuer davantage, en fait, le bruit. C'est pour cela que les chercheurs, normalement, ont tendance à utiliser un masque gaussien, justement, normalement, pour diminuer le bruit. C'est-à-dire là, on va appliquer le masque gaussien sur... Là, on a les dérivés, hein, les dérivés partielles de x et de y. Voilà, donc là, on va appliquer le filtre gaussien. D'accord? Ce qui va donner, c'est G-ρ convolué par... Donc, ρ, ça, c'est la taille du filtre. Convolué par le tenseur de structure qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc ça, normalement, on va rajouter le G-ρ dans la matrice. Donc là, ce qu'on va minimiser, c'est UV1, G-ρ fois J, multiplié par UV1. Maintenant, pour la méthode locale qui est, normalement, c'est la méthode qui était proposée par Lucas and Canad. Donc là, si vous voyez dans la littérature Lucas and Canad, c'est la méthode variationnelle pour calculer le flot optique, hein, mais localement. D'accord? Donc, tout à l'heure, on a établi le coût quadratique, le E de Lucas and Canad, c'est ça qu'on va minimiser. Donc là, on va optimiser normalement cette fonctionnelle. Donc c'est UV1 multiplié par G-ρ convolué par J, tenseur de structure, multiplié par UV1. Mais donc là, pour résoudre ce système-là, d'accord, pour résoudre, Lucas and Canad, normalement, il a rajouté une autre contrainte.
Donc, mis à part la contrainte qu'on a posée la première fois pour établir l'équation fondamentale du flot optique, qui était normalement un pixel ne change pas d'intensité entre deux frames successifs. Donc là, ils ont ajouté une autre contrainte, ce que normalement, ils supposent qu'un bloc de pixels, il se déplace avec la même vitesse. C'est-à-dire là, si je prends par exemple le cas du poisson qu'on a vu dans l'exemple tout à l'heure, c'est-à-dire là, si je prends une partie de poisson, il se déplace d'une même vitesse le long de la vidéo. D'accord? Donc là, la proposition, c'est ça, la vitesse locale est supposée constante sur un voisinage spatial oméga ρ. D'accord? Donc là, ils ont pris le même ρ que la même taille du voisinage que la taille du filtre, normalement, sur lequel on a appliqué le filtre gaussien sur le tenseur de structure. C'est bon? Donc là, si normalement, si la vitesse maintenant elle est constante, on peut normalement facilement calculer normalement la vitesse. Pourquoi? Parce que en fait, si on a donc une taille ρ, si on a une taille de voisinage ρ, en fait, on aura ρ multiplié par ρ équation, parce que normalement toutes les pixels normalement se déplacent avec la même vitesse. Du coup là, on aura donc là un système avec pas une seule équation comme tout à l'heure l'équation fondamentale, mais on aurait par suite ρ fois ρ équation. Donc là le minimum UV pour l'équation normalement, bien pour la fonction coût de Lucas-Hannes-Kanath va satisfaire normalement, on va faire la dérivée par rapport à V et la dérivée par rapport à I. Donc là, ceci va normalement nous conduire à résoudre, alors si je fais la dérivée, c'est ça, est égal à 0. Et donc là, la résolution du système s'effectue localement sur des fenêtres de taille réglable. C'est-à-dire là, normalement, si je change la taille de la fenêtre, bien sûr, le résultat serait changé. Donc là, je répète que la contrainte qui était normalement posée par Lucas-Hannes-Kanath, c'est que en fait, les vitesses d'un voisinage, si je prends un pixel, c'est normalement tous les pixels du voisinage se déplacent avec la même vitesse. Du coup, on n'aurait pas un système avec une seule équation, mais on aurait un système avec ρ fois ρ équation. D'accord? Et du coup là, je vais avoir normalement, si je l'applique sur tous les pixels, donc là, si j'applique normalement cette fonction sur ce système-là sur tous les pixels, en fait, on aura finalement ρ fois ρ équation, et normalement, on pourrait normalement la résoudre très souvent. Donc on utilise les moindres carrés pour résoudre un tel système. Normalement, le calcul normalement du flot optique, c'est très gourmand, parce que là, le traitement qu'on voit ici, normalement, il est applicable sur tous les pixels. Et en général, pour optimiser normalement ce traitement-là, on est amené normalement à diminuer la résolution. Et comme ça, on peut appliquer le flot optique en temps réel. D'accord? Et pour diminuer la résolution, donc là, normalement, les chercheurs ont construit normalement, ils ont inventé une technique basée sur une implémentation pyramidale. Ça veut dire que à chaque fois, normalement, l'image, elle est divisée en deux. D'accord? Et donc là, qu'est-ce qu'ils font? En fait, elles calculent le flot optique, au lieu de le calculer sur une grande résolution, d'accord, entre l'image T et T plus 1, on calcule le flot optique sur des images avec des faibles résolutions. Donc là, ça va nous aider à implémenter cette technique en temps réel. Et par suite, normalement, on fait une interpolation. C'est-à-dire là, on va se baser sur le résultat
qu'on a trouvé ici, et on fait une interpolation bicubique pour normalement estimer le flot optique sur ce niveau-là. Donc là, on ne le calcule pas sur ce niveau-là, juste on estime à travers une interpolation. Et donc là, normalement, on répète la procédure sur les niveaux supérieurs jusqu'à normalement ce que on trouve le flot optique sur les niveaux inférieurs. Donc ça diminue considérablement en fait le temps de calcul et ça optimise en fait le résultat. Donc là, pour booster le résultat et pour avoir une très grande précision dans le calcul du flot optique, donc Bouguer en 1999 a proposé ce qu'on appelle le raffinement itératif. Bon, là, lorsqu'on utilise l'implémentation pyramidale, ici on calcule le flot optique. Mais là, lorsque je descends, je suis en train de faire une interpolation. D'accord? Et donc là, généralement, le résultat n'est pas trop précis lorsqu'on va faire l'interpolation. Donc là, ce que Bouguer a proposé, normalement, vous avez I de t et I de t plus 1, ici. Lorsque je calcule le flot optique, et je fais l'interpolation, je vais trouver ici un oméga. Oméga, c'est le champ de vitesse. Et donc, idéalement, je vais ajouter ce champ de vitesse oméga à I de t. Je devrais normalement, a priori, si les calculs sont justes et précises, on devrait tomber sur I de t plus 1, parce que oméga, ce sont les déplacements des pixels à l'instant t. D'accord? Vers l'instant t plus 1. Donc, idéalement, si j'ajoute le oméga à I de t, je vais trouver I de t plus 1. Donc là, en général, on ne le trouve pas. Et du coup, là, qu'est-ce qu'il a proposé Bouguer? C'est-à-dire là, à chaque itération, on calcule le flot optique, on le rajoute à I de t. D'accord? Et normalement, on fait la différence avec I de t plus 1. D'accord? Et je vais boucler. Et donc là, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder que le résultat, il va converger parce que là, après chaque itération, on se rapproche vraiment normalement du déplacement réel. Et donc là, normalement, on peut se satisfaire par un seuil, c'est-à-dire là, une légère différence. Et là, on fait comme ça. Donc là, on fait le raffinement itératif jusqu'à ce qu'on descende vers le niveau inférieur. Maintenant, donc là, pratiquement, donc là, pour le I de X, I de Y, I de T, donc là, on applique, en fait, gradient. Donc là, on a vu comment appliquer le gradient sur l'image. Et donc là, on peut normalement, on peut appliquer un filtre. Donc là, je vous donne les équations, bon, si jamais, donc là, vous voulez les implémenter. Maintenant, donc là, l'algorithme de Bouguer, qui se base sur l'implémentation pyramidale et sur en fait le raffinement itératif. Donc là, il va construire, normalement, on construit les pyramides à base de l'image I et J. Ça, c'est à l'instant T et ça, c'est à l'instant T plus 1. Ça, ce sont les niveaux grossiers, c'est-à-dire là, l'image de haute résolution. D'accord? Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire les pyramides, c'est-à-dire à chaque fois on va diviser la taille de l'image par 2. C'est-à-dire là, un bloc de 4 pixels va donner donc là une moyenne et normalement on va diminuer la résolution par 2. Donc là, pour calculer, bien sûr, on commence avec le niveau supérieur, c'est là où normalement on commence à calculer le flot optique, c'est le niveau supérieur de notre pyramide, jusqu'à 0. 0, normalement, c'est l'image originale, c'est le I, IJ. Donc là, on va localiser les points. Donc là, U, c'est UL, normalement, c'est U sur 2 à la puissance L, parce que normalement, à chaque fois, on divise sur 2. On va dériver normalement les X et Y. D'accord? On va calculer la matrice J. On va faire le raffinement itératif qu'on a dit tout à l'heure. Et on calcule le flot. Normalement, ça c'est le raffinement itératif. Là, calculer le flot final du niveau courant, ça c'est le DL.
et on va estimer le flow pour le niveau suivant, G de L. Ça, c'est on va faire donc l'interpolation. Et on va descendre. À chaque fois qu'on descend, hein, normalement, je calcule hein, et je fais normalement le raffinement itératif. Et normalement, je calcule pour le niveau inférieur jusqu'à normalement ce que hein, on trouve le G de 0. D'accord? Voilà, donc là je prends donc des exemples. Donc voilà, vous avez deux images hein, normalement qui ont été extraites d'une vidéo. Hein, c'est pareil. Et donc là, on va essayer d'appliquer le flow optique et on va appliquer précisément la méthode de Lucas and Canad. D'accord? Et bon, cette fois-ci, on a vu tout à l'heure, on peut représenter par des vecteurs. Mais normalement, en général, lorsque nous sommes en train de calculer un flow optique dense, ça veut dire pour chaque pixel, il n'est pas possible normalement de les représenter par des vecteurs. Parce que là, il y aura donc des chevauchements, et là, donc, normalement, ça serait invisible. Du coup, là, très souvent, on opte à une carte couleur pour représenter. Donc, la carte couleur, si vous avez ici donc, le noir, ça veut dire c'est statique. Normalement, il n'y a pas de vitesse. Mais normalement, si vous avez des vitesses, donc là, ça prend des couleurs. Ça veut dire quoi? En fait, si vous avez par exemple une zone qui est bleue, par exemple, ça veut dire que ce pixel-là, il se déplace dans ce sens-là. Si vous avez une zone verte, ça veut dire que le pixel se déplace dans ce sens-là. Et là, on peut remarquer qu'il y a une saturation dans la teinte. Ça veut dire que s'il y a une grande vitesse, vous aurez donc une couleur vive. Si vous avez une petite vitesse, là, vous avez une couleur qui est proche du noir. Voilà, le résultat c'est ça. Donc normalement j'ai travaillé, donc j'avais donc un article sur ça en 2014. Normalement c'est ça ce qu'on a trouvé. Donc là on a pu localiser ici donc la voiture. Donc là la voiture normalement verte et se déplace dans ce sens-là. D'accord? Donc là cette zone-là, les maisons, donc là ça se déplace dans ce sens-là. D'accord? Et ça, avec une seule itération, là, on a augmenté les itérations, on voit normalement l'approche donne des résultats beaucoup plus nets. Voilà, beaucoup plus nets. Donc ça, c'est la technique que j'avais proposée à l'époque. D'accord? Pour estimer, pour améliorer le résultat normalement de Bouguer. Et voilà, on peut interpréter le résultat là. Donc là, vous voyez, donc la scène ici se déplace, donc c'est violet-rouge, donc ça se déplace hein, dans ce sens-là. La voiture se déplace dans ce sens-là. Et du coup là, donc là, si on veut interpréter le résultat de tout à l'heure, donc en fait, la voiture, elle se déplace dans ce sens-là. C'est-à-dire, a priori, on devrait avoir cet objet-là, elle est normalement vert. Pareil pour les deux autres voitures. Quoique ils sont normalement garés, mais donc là, puisque la caméra elle est installée normalement dans une voiture, là vous pouvez remarquer le pare-brise. Donc là, elle est installée dans une voiture et la voiture se déplace aussi. Ça veut dire que même la scène elle se déplace aussi. C'est-à-dire on n'a pas une scène qui est statique. Donc ça c'est une scène qui est un peu complexe. Et du coup là vous pouvez remarquer que même voilà, la maison elle se déplace dans ce sens-là. C'est-à-dire là, c'est violet, rouge, dans ce sens-là. Voilà. Donc ici, vous avez une perturbation parce que le goudron ici, c'est un peu bruité. Hein, et normalement aussi, donc, normalement, ça se déplace aussi. C'est pour cela que vous allez trouver du bruit ici. Voilà. Donc ça c'est normalement ce sont les résultats qu'on a trouvés en fait. Ça c'est le premier résultat, ça c'est pour la première séquence. Ok, donc la voiture se déplace dans ce sens-là. Hein, vous avez ici donc une voiture violet. Hein. Donc là, a priori ça se déplace dans ce sens-là, mais vous pouvez remarquer que cette voiture normalement elle est tout proche du noir. Ça veut dire que sa vitesse elle est relativement faible par rapport à la vitesse de cette voiture.
Voilà, donc cette méthode variationnelle locale, elle est robuste contre le bruit parce que en fait, on a utilisé normalement un filtre gaussien. Le temps de calcul, elle est relativement réduit, hein, surtout lorsqu'on a utilisé l'implémentation pyramidale. Mais donc là, l'inconvénient, c'est le manque de précision. C'est pour cela qu'on a voulu booster l'algorithme avec le raffinement itératif. Donc une autre technique, mais cette fois-ci c'est une technique variationnelle globale qui était proposée par Horn et Schunk. En fait, Horn et Schunk a proposé d'utiliser, au lieu d'utiliser normalement l'équation fondamentale directement, ou bien le coût quadratique directement, donc là, il a fait une intégration. C'est-à-dire là, il fait l'intégration sur le domaine entier de l'image, c'est le oméga. Oméga, c'est le domaine entier de l'image. C'est-à-dire, il intègre. C'est-à-dire là, on ne cherche pas normalement la vitesse de pixels dans les voisins, mais dans le domaine entier de l'image. Bien sûr, il a introduit ici un terme de régularisation. D'accord? Et donc là, ici, avec le alpha, normalement, c'est un terme de lissage. C'est-à-dire là, si j'augmente le alpha, je vais avoir un résultat trop lisse. Au contraire, si je diminue alpha, donc là, je n'aurai pas un résultat trop lisse. Et ça donne aussi un flow dense, c'est-à-dire là, on peut calculer ça pour chaque pixel. Mais voilà, donc là, l'objectif, en fait, on devrait optimiser ça, mais c'est trop difficile d'utiliser pour l'intégrale. C'est pour cela que, généralement, on fait recours à des techniques, en fait, de l'analyse numérique. Donc ici, on peut travailler avec les équations d'Euler-Lagrange. Et le résultat, normalement, ça va donner donc un système. Hein. Donc là, et ce système-là, c'est un système itératif, c'est-à-dire là, on va normalement calculer le flot optique d'une manière itérative. Donc ici, c'est un exemple en fait d'utilisation de cette méthode globale. Mais là, j'ai varié en fait la carte de couleur. Donc ici, le centre, c'est le blanc au lieu du noir. Et normalement, vous avez ici la teinte et la saturation de la teinte. Voilà, donc. Mais c'est grosso modo, c'est le même principe. C'est le même principe que tout à l'heure. Mais ce que vous pouvez maintenant remarquer, c'est que le résultat, c'est lisse par rapport au résultat donné par la méthode locale de Lucas et Canad. Donc là, tout dépend normalement du contexte de l'application sur laquelle vous travaillez. Donc il y en a ceux qui préfèrent le Lucas and Canad parce que normalement je calcule sur normalement chaque pixel est indépendant de l'autre. Et il y en a ceux normalement qui préconisent utiliser des méthodes globales parce qu'ils souhaitent avoir un résultat lisse. Et là, le pixel dépend du mouvement entier de l'image. Donc là, il ne dépend pas des voisins, uniquement des voisins. Donc là, c'est un résultat, comme je disais tout à l'heure, c'est un résultat beaucoup plus lisse que le résultat trouvé par Lucas and Canad. Voilà, le problème, résultat, elle est assez lisse, comme je viens de signaler tout à l'heure. Les mouvements principaux sont identifiés, mais pas les variations locales. C'est-à-dire là, si vous avez tout un petit mouvement, il serait plus localisé parce que là, ça dépend de l'image entière et pas sur la zone, une petite zone. Non-identification des petits mouvements. Donc là, si vous avez des petits mouvements, ça serait plus détecté. D'accord? Donc là, on détecte généralement avec l'approche globale, c'est-à-dire on détecte le mouvement global et pas les petits mouvements. Et il est sensible à l'effet de bruit. Donc là, généralement, c'est sensible parce que là, on a appliqué directement le tenseur de structure sans normalement faire la convolution qui va compliquer davantage normalement la résolution avec les équations d'Euler-Lagrange. Voilà, donc là, la solution c'est que normalement les chercheurs avaient trouvé donc un compromis entre les deux approches, l'approche locale et l'approche globale, hein, en faisant normalement une méthode qui est combinée
et ce qu'on va normalement voir tout à l'heure. Voilà, donc là, je répète, en fait, la méthode de Lucas and Canade repose sur ça. Donc, quoi que j'ai ici, j'ai marqué ici l'intégrale sur oméga, mais je travaille en fait localement sur l'euro. D'accord? Ici, normalement, je ne travaille pas sur le voisinage ρ, parce que c'est une méthode qui est globale, bien sûr, avec un coefficient de régularisation. Ce qu'ils ont ils ont trouvé une similitude entre normalement la première équation et la deuxième équation. Donc là, ce terme-là, normalement, elle est proche de ce terme-là. Donc là, ils ont normalement pris ce terme-là de la première équation, l'autre terme de la seconde équation. Comme je disais tout à l'heure, ici, vous avez ici, vous avez une convolution. D'accord? Donc, ça complique davantage la résolution de ce système-là. D'accord? Donc là, le système maintenant avec Euler-Lagrange, ici vous avez, ça reste ici un 0. Donc c'est trop difficile de le résoudre directement. D'accord? Avec un système itératif comme pour la méthode globale. Donc là, on utilise donc là une technique qui s'appelle en fait la technique SOR. C'est Successive Over Relaxation. En fait, c'est une méthode de surrelaxation successive qui est une variante de la méthode de Gauss-Seidel pour ceux qui ont fait l'analyse numérique. Et ça permet de résoudre en fait un système d'équations linéaires. Ok, donc là, ça va nous aider à résoudre ce système d'équations linéaires. Donc là, ça va donner toujours, donc là, normalement, une solution itérative. D'accord? Donc là, pour calculer le U et le V de chaque pixel, bien sûr, donc là, en tenant en considération ces équations, bien sûr, avec le in et c'est l'ensemble des pixels voisins de I, parce que là, on travaille avec une partie locale et donc une partie globale. GNMI, c'est normalement le tenseur, donc c'est la convolution du filtre gaussien avec le tenseur de structure, la IM, normalement valeur. Et oméga, c'est normalement, elle est comprise entre 0 et 2, c'est normalement, il contrôle la détente de la convergence. Donc initialement, on donne I, hein, la première itération, U de I c'est 0 et V de I c'est 0. D'accord? Et normalement, on va faire une itération, bien sûr, en se basant sur, normalement, ces deux équations. Voilà, donc généralement c'est ça l'algorithme qu'on utilise. Donc là, on se base sur les deux images. D'accord? La sortie, donc on devrait trouver U et V. On a trois paramètres ici. On a en fait le alpha, c'est le coefficient de régularisation globale. Vous avez ici le ρ, c'est la valeur de coefficient de régularisation des dérivées locales. D'accord? Et vous avez ici le sigma, en fait, c'est l'écart type du filtre gaussien. D'accord? Et donc là, on initialise les tables de D du flot optique pointé. Donc là, au départ, ça c'est initialisé à 0. Et on calcule le G0, d'accord? On calcule le filtre gaussien. On va faire le lissage. On calcule les dérivées spatio-temporelles. D'accord? Et on calcule itérativement, en se basant sur la solution avec SOR, les équations qu'on a vues tout à l'heure. Donc là, en se basant sur normalement le calcul itératif, pour calculer le U et le V. Donc U étoile et V étoile, c'est l'optimum. C'est normalement après un certain nombre d'itérations. Donc le résultat qu'on peut trouver ici, c'est vraiment magnifique. Ça dépasse les résultats si on applique directement la méthode locale ou bien la méthode globale. Donc là, la méthode combinée a donné donc des résultats très très intéressants. Et là, j'avais travaillé moi-même sur cette technique-là en 2015. Donc là, j'avais un article en utilisant la méthode combinée. D'accord, en utilisant une décomposition P2E. Voilà, donc là, le résultat, normalement, c'est relativement
meilleur, ça donne une précision donc impeccable par rapport aux autres. Donc là, normalement, vous pouvez remarquer que c'est normalement, il y a moins de bruit, et c'est ça normalement ce qu'on a trouvé pour les méthodes locales. Et le résultat, c'est un peu lisse, mais vous avez des variations locales. Donc si vous avez des changements, donc ça normalement, ça prend même en considération si vous avez des changements locaux. Donc normalement, ça tire profit, normalement, ça profite des deux techniques, locale et globale. Donc là, on termine ce cours-là avec un troisième atelier. Ce que normalement, on va, bien sûr, donc là, je ne vais pas vous demander d'implémenter les équations qu'on a vues tout à l'heure, mais quand même, donc là, vous avez les équations, déjà, vous avez des équations en Python, d'accord, qui sont normalement disponibles pour appliquer le flot optique. Donc tout d'abord, là, on va prendre deux frames consécutifs à l'instant t plus 1, et on va chercher le flot optique, c'est-à-dire là, on va chercher les vecteurs de déplacement, bien sûr en faisant appel à l'une des techniques qu'on a vues tout à l'heure pour calculer le flot optique. Par suite, on va essayer de faire en temps réel. Et là, vous allez me dire qu'en temps réel, ça serait difficile parce qu'il y a beaucoup de calculs. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va, au lieu d'utiliser toutes les frames, d'accord, on va, lorsque on va calculer normalement le flot optique sur deux images successives, on va mesurer combien de temps il a pris pour faire ce calcul-là. Et après, ici, donc, pour l'implémenter en temps réel, on va faire la même chose. Donc là, on va prendre, au lieu de prendre des frames successives, je vais prendre le frame par exemple à l'instant 0 et à l'instant, je ne sais pas, 2 secondes, 3 secondes, selon normalement selon le temps que vous avez trouvé dans la première question. Donc, et comme ça, donc là, même si la vidéo tourne en temps réel, le résultat que je souhaite avoir à la fin, ça serait une vidéo. D'accord? C'est une sortie, c'est-à-dire chaque deux frames va donner un frame. Chaque deux frames va donner un frame. Le frame, c'est en fait le map de couleurs qu'on a vu dans le cours. C'est-à-dire là, on va normalement trouver des frames successifs des résultats qu'on va calculer à base des frames originaux de notre vidéo. D'accord? Donc là, le résultat, ça serait une autre vidéo. Le résultat pour la première question, le résultat, c'est une seule image, d'accord, qui représente en fait le map de tout à l'heure, c'est-à-dire chaque vecteur, on va calculer normalement sa couleur. Et donc là, pour cela, il y en a donc déjà, parce qu'en fait, il faut normalement faire une conversion pour faire le calcul. Mais là, je ne vous demande pas de faire l'implémentation. Ça existe, cette fonction, c'est déjà normalement prédéfini, ça existe en Python. Donc là, il suffit normalement de faire une projection pour avoir la couleur, pour représenter le champ de vitesse. Donc là, pour cette image-là. Mais pour là, donc là, je devrais avoir donc une vidéo en temps réel qui calcule en fait le champ de vitesse pour une vidéo donnée. D'accord? Donc là, j'espère que vous m'avez bien suivi. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter dans le live. Donc là, je suis tout le temps dans le live de 11h à midi. Donc, si vous avez une question, vous pouvez la poser en live. Je veux que vos questions soient posées en live pour que tout le monde profite normalement des réponses. Donc là, merci pour votre attention et à très bientôt.